Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le monde entend bien au fond? Ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Il y a un petit beau cul. Et maintenant? Merci. 3 mots, mais sincères, pour vous remercier d'être venus si nombreux. Vous remercier, Axel Kahn, d'être venu nous voir. Et je voudrais vous poser tout de suite une question un peu particulière. Connaissant votre entraînement pour la marche, êtes-vous venu à pied de Paris? Visiblement non. Il n'est pas venu à pied. Dans une interview au journal La Montagne, en date du 13 octobre 2013, à l'occasion de la parution de votre livre « L'homme, le libéralisme et le bien commun », dont d'ores et déjà je vous recommande la lecture, c'est passionnant, vous dites ceci: « Si le bien commun et l'humain ne sont pas au cœur de notre projet de société, on va vers une implosion du système. » Et c'est dans la dernière page de ce livre que se trouve, à mon avis, résumée la simplicité et la force de votre pensée quand vous écrivez, je vous recite: « Ceux qui nous sont plus chers que tout, les nôtres, la chair de notre chair, en pâtiront, ce qui a le potentiel de nous inciter à changer de cap. » Et avec vos 4 derniers mots, vous donnez la clé de ce changement si nécessaire en appelant aux citoyens et vous dites « à nous de jouer ». Puis-je me permettre de vous dire que notre vision nous encourage, nous les organisateurs des conférences, à persévérer. En effet, dans une très grande similitude avec vos écrits, nous avons l'ambition de nourrir un débat d'idées avec nos concitoyens pour qu'ensemble nous pensions une autre société qui nous semble si nécessaire et si urgente. Et si nous disons que cette société doit advenir, nous disons aussi qu'elle ne pourra être que l'œuvre de notre peuple. Axel Kahn, je vous cède la parole. Merci beaucoup, cher Pierre. Mesdames et messieurs, je vais tâcher de partir des conditions dans lesquelles, au XVIIe siècle, le libéralisme s'impose dans la pensée économique déjà multimillénaire, le bouleversement considérable que cette pensée introduit, la suite des événements qui nous mènent à la situation qu'a évoquée Pierre Goldberg, et, selon moi, les perspectives qui s'ouvrent désormais à nous. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, L'homme, le libéralisme et le bien commun, est que depuis des décennies, une ligne directrice de ma pensée est la définition, les limites, les critères de l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a d'humain en nous? En quoi cela nous différencie-t-il des animaux qui ne sont pas humains? En quoi les progrès de la médecine et des techniques biologiques en particulier peuvent-elles attenter à ce qu'il y a d'humain en nous? Et c'est véritablement la question de l'éthique qui se pose. Dans un ouvrage, qui d'ailleurs est ici, qui s'appelle « L'homme soropensant », j'explique ma vision d'émergence de l'humain et j'indique que d'autres l'ont proposé avant moi, que l'humain débute forcément au pluriel. Il faut qu'il y ait une économie d'humains pour que les individus de cette économie s'humanisent les uns les autres. Karl Marx a dit « l'homme, c'est la société de l'homme ». Je reproche à Karl Marx, au-delà de ces citations qui est juste, de n'avoir pas ajouté « la société de l'homme est faite d'hommes individuels », ce qui est ma conviction profonde. Or, tout ce qui fait société va donc être de l'ordre de ce qui fait lien dans cette société.
Et à ce titre, évidemment, tous les échanges font société et font humanité. Le premier des échanges auxquels on pense, c'est évidemment l'échange des concepts, des informations, tel qu'il est permis avec une extraordinaire efficacité par la parole, par le langage. Mais il ne faut pas négliger l'importance de l'échange des biens. Or, la science de l'échange des biens, ça s'appelle, au moins on lui a donné dans les temps modernes le nom d'économie. Si bien que m'interroger sur l'économie est totalement dans la lignée de mon interrogation philosophique sur ce qui nous fait humains par ailleurs. J'ai une pensée qui est connue dans le domaine de l'éthique. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas? À quel titre ça l'est ou ça ne l'est pas? Et vous imaginez bien que si je n'étais pas capable d'inscrire cette pensée dans la réalité économique du monde, si j'évacuais totalement de cette pensée la dimension de l'intérêt économique, la dimension de l'argent, cette pensée serait inconséquente et insignifiante. Si bien qu'il était absolument essentiel que je fisse un détour, plus qu'un détour, par le monde de l'économie, pour expliquer la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage. Au cours de cette présentation liminaire à notre discussion, qui sera l'élément le plus important de cette soirée, je prendrai également quelques références à cette aventure singulière que je viens de connaître ces 2 années durant, puisque je viens de traverser à pied sur 4000 km par 2 fois la France, une fois de la pointe des Ardennes jusqu'au Pays Basque, et cette année de la pointe de la Bretagne, la pointe du Raz jusqu'à Menton, à ausculter réellement le pays. Et je dois dire que le fait d'avoir écrit L'homme, le libéralisme et le bien commun, avant que de prendre la route, a été très important pour me donner des éléments de compréhension et d'analyse des situations que je rencontrais. Cette introduction terminée, venons-en au fait, c'est-à-dire au XVIIe siècle, à l'avènement du libéralisme, et venons-en à la période que nous vivons aujourd'hui, analyse à partir de laquelle nous tâcherons d'identifier des pistes. D'abord, des éléments de compréhension. Jusque-là, avec une évolution naturellement, mais jusque-là, il n'y avait pas eu jamais de séparation entre la pensée économique et la pensée des communautés, notamment des communautés religieuses, et l'on peut parler réellement d'une économie théologique, qui entraîne comme conséquence que les finalités de l'économie vont de soi. Dès lors que l'économie est le moyen de permettre aux membres d'une communauté, d'une part de satisfaire leurs besoins, mais également de satisfaire à ce dont a besoin la communauté en tant que telle, la finalité du bien commun de l'économie va de soi, et l'économie devient la science de l'échange des biens dans le but de permettre la satisfaction des besoins individuels des individus, tout en garantissant en même temps le bien commun de la communauté. Dans une situation de relative pénurie, puisque je rappelle, mais chacun d'entre vous le sait, qu'il n'y a pas d'économie dans une société de totale abondance. Vu que s'il y a une société de totale abondance, ça n'est vraiment pas la peine même de discuter d'une science de l'échange des biens, chacun n'ayant qu'à tendre la main pour avoir ce qu'il veut. Donc l'économie, c'est la science de l'échange des biens dans une société de relative pénurie. Le libéralisme naît au départ d'une réflexion philosophique qui est basée sur un concept philosophique lui-même fondé sur une anthropologie, une conception de l'homme.
Cette pensée est celle des droits naturels, au départ. Cela évoluera, mais je n'ai pas le temps d'en parler. L'homme est un être de nature, il a des capacités intellectuelles remarquables, mais il est un être de nature comme les autres êtres de nature, et en tant que tel, il a des droits naturels. Le droit de préserver sa vie, le droit de satisfaire ses besoins, le droit d'assouvir ses plaisirs. Et en tant qu'être de nature, il est, pas seulement, mais aussi, égoïste, cupide et violent, même s'il peut être autre chose. Par conséquent, on ne peut concevoir une société qui serait bâtie pour un être différent de ce qu'il est réellement. Et la pensée libérale est basée sur cette conception partagée par la totalité des libéraux. Comment bâtir une société pour un être de nature qui a des droits naturels à satisfaire, fondamentaux, et qui est aussi un citoyen égoïste, cupide et violent. Cette pensée est donc une philosophie basée sur une anthropologie. Elle va déboucher sur une conception de l'organisation politique de cet être-là, et ça c'est le libéralisme politique, mais il n'y a naturellement pas de conception politique, d'organisation de la société politique sans, et d'ailleurs cela est abordé dès le début, par les pères du libéralisme du XVIIe siècle, John Locke, Hobbes, Thomas Hobbes, l'économie qui permet par conséquent notamment aux êtres de défendre et de satisfaire leurs intérêts, leur cupidité et leur égoïsme. La raison pour laquelle cette pensée philosophique est bouleversante par rapport à l'histoire multimillénaire de l'économie est qu'elle pose d'emblée la question du bien commun. Lorsque, antérieurement, peu ou prou, suivant les religions et les sociétés, mais toujours plus ou moins, existait la conception que l'humain était un être privilégié, à l'image de Dieu, co-dépositaire d'une partie de sa co-divinité, la question du bien commun, c'est-à-dire la satisfaction de la communauté, allait de soi. Dans la réalité, ce n'est pas le cas, mais en tout cas dans la pensée, ça allait de soi. Dans la philosophie des droits naturels du libéralisme, cela cesse d'aller de soi. Et la question devient, faut-il qu'une société d'êtres égoïstes et cupides poursuive néanmoins, outre la satisfaction des intérêts individuels, poursuive le bien commun que je vais définir tout à l'heure? Et si oui, comment faut-il le faire? Voilà quel est le dilemme originel de la pensée libérale à partir du XVIIe siècle. Le bien commun, on en reparlera, mais je le définis en quelques mots. Le bien commun est tout ce qui n'est pas la somme de la satisfaction des intérêts individuels. Nous reverrons que tout un courant du libéralisme considère que le bien commun n'existe pas, il n'est que la somme des intérêts individuels. Or, on peut démontrer que tel n'est pas le cas, puisque les intérêts individuels, tels en particulier, nous en reparlerons, ils sont défendus par les mécanismes de marché, sont incapables de prendre en compte, en particulier, notre responsabilité par rapport aux générations futures, c'est-à-dire le souci écologique, la protection de la nature, incapable de prendre en compte la satisfaction des besoins élémentaires de tous les êtres qui sont hors marché, soigner ceux qui ne peuvent pas s'acheter les médicaments, nourrir ceux qui ne peuvent pas s'acheter suffisamment d'alimentation, etc. Par ailleurs, plus prosaïquement, il existe des grands travaux d'intérêt général qui sont difficilement satisfaits par la somme des intérêts individuels. Donc la question est cette question-là,
Faut-il, dans une société libérale, poser la question du bien commun? D'un point de vue politique, je vous ai dit que la philosophie originelle des droits naturels avait été considérablement transformée par un philosophe extrêmement important qui est David Hume, mais je n'ai pas le temps d'en parler, qui est sans doute un des très très grands philosophes de l'histoire de la pensée, philosophe libéral, extrêmement important de l'histoire de la pensée. Il y a des traits communs à tous les courants du libéralisme sur les 3 siècles qui viennent de s'écouler. Premièrement, ces droits naturels sont les droits à la liberté et à la propriété, ça c'est commun à la totalité des pensées libérales. Néanmoins, si on ne peut pas déléguer une partie des droits naturels à un souverain, le peuple souverain, un roi constitutionnel, la République, peu importe, alors ce sera la lutte de chacun contre chacun, société dans laquelle l'homme sera un loup pour l'homme, de Hobbes. Donc il faut qu'il y ait une société libérale avec un souverain qui garantisse les droits naturels et qui soit entouré de systèmes l'empêchant de ne pas garantir les droits naturels. Et ça, c'est commun à la totalité des courants du libéralisme à l'origine. La différence se met en place de manière extraordinaire dès le début du XVIIIe siècle, à travers 2 lignages. Un lignage qui est celui du père officiel du libéralisme, qui est Adam Smith, puis ensuite des utilitaristes après les pères fondateurs du XVIIe siècle, qui pensent que certes c'est bien la société qu'il faut créer, que certes il ne faut pas créer une société pour un homme tel qu'il n'est pas, et c'est vrai que l'homme est notamment égoïste et cupide, mais néanmoins il faut faire avec et faire en sorte que cette société d'un être égoïste et cupide trouve le moyen de garantir le bien commun. Et donc c'est très théorique à ce niveau-là, et nous verrons que ça n'est que théorique. Mais d'un point de vue théorique, cette question-là est abordée de front. En face, il y a une autre pensée qui est définie par un pamphlétaire de grand talent qui s'appelle Bernard Mandeville, qui est un huguenot, d'abord réfugié aux Pays-Bas, puis ensuite émigré en Écosse. Le libéralisme naît en Écosse. Ensuite émigré en Écosse, qui publie en 1718, quelque chose comme ça, un petit pamphlet d'une vingtaine, trentaine de pages qui s'appelle « La fable des abeilles, comment les vices privés font les vertus publiques ». Il faut que je résume ce pamphlet parce qu'il est absolument extraordinaire. Jadis, il y avait une ruche d'abeilles extrêmement prospère. La règle d'or de cette ruche était la friponnerie généralisée. Personne ne tenait sa parole, tout le monde volait et trompait tous les autres. Les riches étaient cupides, ils voulaient des bijoux, ils voulaient des châteaux, et ils faisaient marcher l'orfèvrerie et le bâtiment. Les hommes de loi étaient nombreux, car comme tout le monde trompait tout le monde, il y avait en permanence des litiges, et comme le souci des hommes de loi était de s'enrichir et non nullement de régler les litiges, il y en avait de plus en plus, il fallait de plus en plus d'hommes de loi, et donc il n'y avait aucun marasme dans les métiers du droit. Pareil pour ce qui est de la médecine, il y avait des gens qui ne mangeaient pas bien, d'autres qui mangeaient trop, donc les santé étaient mauvaises, les médecins étaient aussi fripons que les autres, ils ne voulaient certainement pas soigner les malades, sans cela, ceux-ci n'auraient plus eu besoin d'eux, et par conséquent, il y avait besoin de plus en plus de médecins, et là encore, il n'y avait pas de marasme dans la profession médicale. Les militaires, ceux qui étaient courageux étaient blessés et finissaient oubliés de tous en demi-solde. Ceux qui étaient couards et prudents se planquaient et finissaient aux postes les plus élevés, entourés de tous les honneurs. Tout marchait parfaitement, parce que chacun avait appris les règles du jeu de la cupidité et en tirait un petit profit. Mais ne voilà-t-il pas, nous raconte Bernard Mandeville, ne voilà-t-il pas qu'un revers de fortune léger
survient dans la ruche. Si bien qu'une idée étrange se met à parcourir le monde des abeilles. Si ce revers de fortune n'était pas dû, après tout, à notre friponnerie? Ne faudrait-il pas que nous fussions vertueux? Les dieux regardent cela amusés, irrités, ils veulent la vertu, ils auront la vertu. Et donc, d'un seul coup, la vertu fait des progrès considérables dans la ruche. Les riches abandonnent leurs bijoux, vont habiter des maisons modestes. C'est évidemment une crise terrible dans l'orfèvrerie et dans le bâtiment. Les gens cessent de se tromper. Il n'y a plus tellement besoin d'avocats ni de juges. En plus, ils font bien leur boulot. C'est vraiment une crise des débouchés épouvantable. Pareil chez les médecins. La ruche s'appauvrit. Elle qui faisait peur à tout le monde est maintenant l'objet d'attaques incessantes. Mais comme néanmoins les abeilles sont vertueuses, elles arrivent à résister, à survivre, et un millier d'entre elles arrivent à se réfugier, in fine, des attaques hostiles ennemis, à se réfugier dans l'atmosphère noire, froide et humide d'un tronc évidé d'un chêne. Et la morale de Mandeville, c'est ceux qui veulent la vertu doivent commencer par savoir manger du gland. Et par conséquent, la morale de Bernard Mandeville, c'est si vous voulez une société prospère, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est vous intéresser au bien commun et à la vertu. Au contraire, libérez toutes les cupidités, vous libérez toutes les énergies, in fine, tout le monde y trouvera son compte, et tout le monde progressera. Ça, c'est les deux courants initiaux de l'histoire du libéralisme. Et tout va évoluer jusqu'à ce que, et je vais vous raconter comment, le courant Bernard Mandeville, le courant de la fable des abeilles, l'emporte dans le monde actuel. Passons au XIXe siècle. Le XIXe siècle voit persister ces deux courants. Un courant du libéralisme normalement soucieux du bien commun, c'est avant tout représenté par l'école philosophique et économique des utilitaristes anglais. Et puis un courant plus intégriste, favorable à l'idée selon laquelle les vices privés font les vertus publiques, qui est l'école française avant tout. L'idée selon laquelle tout le mal vient des anglo-saxons est fausse. En matière de libéralisme, les Français ont toujours été les plus intégristes. Et c'est de France qu'est née la lecture la plus intégriste pratiquement. C'était presque vrai avec Bernard Mandeville, qui était d'origine française initialement. Et c'est Jean-Baptiste Say, en France, qui est l'inventeur de l'idée selon laquelle les marchés sont autorégulateurs, que s'il n'y a pas d'intervention, ils permettront d'éviter toutes les crises, et que seule l'offre doit être privilégiée, parce que l'offre crée sa propre demande secondairement, et cela crée un équilibre. Lorsque un président de la République, il y a peu de temps, a le culot de parler d'un socialisme de l'offre, il n'a pas lu. Il se comporte de manière totalement ignarde. La théorie de l'offre existe, mais c'est une des théories de base, qui est la loi de Jean-Baptiste Say, en l'occurrence, qui est une des bases de l'évolution actuelle du libéralisme. Un autre personnage qui va jouer un rôle extrêmement important dans l'évolution intégriste du libéralisme français toujours, est Frédéric Bastiat, un partisan de Cavaignac, le massacreur de 1848, qui a une influence considérable. Il était l'auteur préféré de Ronald Reagan, qui le considérait comme le plus grand des économistes. Ce n'était pas vraiment un économiste, c'était plutôt un pamphlétaire antisocialiste et pro-libéral, qui est un pourfendeur de l'État, qui commence à penser l'État minimal. Les libertariens américains aujourd'hui, qui sont véritablement pour un État presque totalement absent,
tout étant délégué aux citoyens responsables dans cette idéologie-là, se réclame de Frédéric Bastiat. En réalité, quelle que soit l'opposition entre ces deux courants, le XIXe siècle, et vous le savez tous naturellement, est un siècle terrible pour la classe ouvrière et pour les classes laborieuses. Absolument terrible. Et l'idée selon laquelle les mécanismes ou bien l'intervention de l'État telle que les utilitaristes ou Adam Smith le veulent, ou bien alors les mécanismes autorégulateurs suffisent à créer une société équilibrée où tout le monde y trouve son compte, est totalement contredite par la réalité. La réalité, c'est le travail des enfants à partir de 6 ans, et il faut attendre 1820 pour que cet âge du début du travail des enfants soit reculé à 8 ans. C'est évidemment l'interdiction, depuis la loi Le Chapelier en France et une loi équivalente en Angleterre, l'interdiction du droit d'association, du droit de grève. C'est des conditions épouvantables. René de Villermé, faisant une étude dans le milieu textile de Mulhouse, note à ce moment-là, il y a encore une mortalité infantile considérable, note à ce moment-là que, alors que chez les patrons des fabriques de textiles, la moitié des enfants arrivent à l'âge de 20 ans, la moitié meurt avant 2 ans dans des classes laborieuses. C'est ce que raconte Charles Dickens en Angleterre, c'est ce que raconte Zola en France. Épouvantable. Et évidemment, cela entraîne des révoltes. D'abord des révoltes un peu spontanées, des révoltes qui viennent non pas de la classe ouvrière qui est en train de se constituer, mais qui viennent avant tout des artisans. Car les artisans ont une organisation artisanale. Ce sont les ludites en Angleterre, ce sont les canuts à Lyon. Et puis, secondairement, à travers les sociétés d'entraide mutuelle, les premiers syndicats commencent à se créer. Et en réaction à cette situation épouvantable de la classe ouvrière, de relativement plus anciennes idées socialistes datant de Gracchus, Babeuf ou d'autres, se mettent à apparaître. Socialisme utopique, en Angleterre, Robert Owen, en France, Charles Fourier, Proudhon, par exemple, et puis le marxisme dont je vais reparler. Parmi ces réactions qui vont aboutir à une mobilisation ouvrière de plus en plus importante, à une organisation syndicale, à des combats extraordinaires, il y a évidemment petit à petit des gains sociaux qui sont faits. Reconnaissance du droit de grève, limitation de la durée du travail, etc., etc. Mais vous connaissez toute l'histoire des luttes ouvrières, tout se fait réellement par la lutte, et très souvent la lutte sanglante. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que, à cette période dans la pratique, l'idée du monde libéral, c'est enrichissez-vous. C'est l'idée du révolutionnaire de 89, la loi Le Chapelier interdisant le droit de grève de 1791, interdisant le droit de grève et interdisant le droit de réunion, se fait au nom totalement abstrait de la profonde égalité entre tous les êtres. Et il ne faut pas qu'il y ait une coalition des ouvriers contre le pauvre patron qui lui sera seul. C'est évidemment totalement absurde, mais c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Il faudra attendre 1884 pour que la grève soit autorisée, 1864 pour que la loi Le Chapelier soit supprimée. Parmi les courants du socialisme, et ça vous connaissez bien ici, il y a l'apport considérable de Karl Marx, qui est considéré par tous les économistes comme l'un des connaisseurs les plus remarquables du libéralisme de son temps. Le libéralisme de Karl Marx, c'est le libéralisme d'Adam Smith et de Ricardo. Le libéralisme anglais, on va dire, tel qu'il existe dans les années 1830-1840, et Ricardo est un continuateur d'Adam Smith. Karl Marx n'a pas d'égal, sans doute, dans la perspicacité avec laquelle il démonte les mécanismes
du libéralisme. Alors je dis libéralisme et pas capitalisme. Je m'en explique immédiatement parce que on a l'habitude de parler, d'ailleurs Karl Marx a publié Le Capital. C'est qu'en réalité, quand on s'intéresse à l'histoire de l'économie, le capitalisme lui-même est bien plus ancien que cela. Le capitalisme, en tout cas, il existe totalement au Moyen-Âge, lorsque des fonds extrêmement importants font travailler les ateliers de tissage de laine, que tous se croisent dans les foires de Champagne, etc. Ce qui est nouveau, et d'ailleurs c'est ce dont parle Karl Marx, c'est le capitalisme productif lié au progrès à l'heure du libéralisme. C'est ça réellement quand Karl Marx écrit le capital dont il parle, c'est le capital productif à l'heure du libéralisme. C'est la raison pour laquelle moi je parle de libéralisme. C'est lui qui démontre, mieux que ne l'avait fait avant lui Adam Smith, les mécanismes de concentration, les risques de monopole. C'est lui qui démontre bien la tendance, la baisse tendancielle au taux de profit. C'est lui qui met le doigt sur l'émergence d'un capitalisme parasitaire, comme il le dit. La financiarisation actuelle de l'économie nous montre combien cela est absolument remarquable comme vision. Et d'ailleurs, c'est moins vrai en France, mais dans les écoles d'économie très libérales aux États-Unis, Karl Marx est un des grands auteurs qui est étudié, notamment pour son analyse des mécanismes du libéralisme classique. On parle de libéralisme classique de son temps. Alors là, immédiatement, et je sais que ce que je vais dire sera sans doute polémique, il y a des milliards de personnes qui, au XXe siècle, ont adopté une économie reposant en principe sur les principes marxistes. Et après un XXe siècle terrible dont je vais reparler, ce ne sont pas ces pays qui l'ont emporté, et même les derniers pays communistes, politiquement parlant, sont devenus, économiquement parlant, les plus libéraux de tous les pays. Comment expliquer cela? Je vais vous donner rapidement mon explication et je reviendrai ensuite à l'émergence des conditions de la crise actuelle. Pour moi, la faiblesse principale qui explique cette évolution est que face à cette extraordinaire puissance et perspicacité de l'analyse économique du libéralisme de son temps et même de prévision de ce qu'il deviendra par Karl Marx, il me semble beaucoup plus discutable dans sa vision de la société qu'il veut créer. Beaucoup plus discutable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celui de la motivation de l'effort. Et on comprend bien que l'enthousiasme révolutionnaire, lorsque le prolétariat a pris le pouvoir et est parvenu à la propriété collective des moyens de production suivant les idées marxistes, cet enthousiasme révolutionnaire va créer une motivation tout à fait extraordinaire. Cela étant dit, ça dure ce que ça dure et ça n'est pas forcément éternel. Et ensuite, la nature de la motivation est un problème majeur. Dès lors que la motivation de la satisfaction d'intérêts personnels est plutôt disqualifiée. Et régulièrement, la totalité des pays qui ont choisi le communisme se sont trouvés face à des problèmes de l'ordre de la productivité et donc de la compétitivité. Et donc, pour des raisons économiques, ont été enclins à se protéger et donc à fermer les frontières et ont créé un cercle vicieux qui, certainement, a contribué à la situation. Le deuxième élément, c'est que Karl Marx est très convaincant, vraiment très convaincant, lorsqu'il démontre que l'aliénation, l'exploitation croissante du prolétariat crée chez lui un intérêt objectif à se révolter,
à prendre en main son destin et à prendre le pouvoir du prolétariat. En revanche, et c'est lié à ce qui précède, Karl Marx est faible lorsqu'il indique ce que sont les éléments qui vont maintenir la cohérence, la communauté d'intérêt de ce prolétariat une fois qu'il a pris le pouvoir. Et d'ailleurs, Karl Marx, qui est un homme absolument suprêmement intelligent, l'a bien saisi, puisque la dictature du prolétariat, qui est la première phase qui suit la prise de pouvoir, est certes un moyen de se défendre contre les menées de ceux qui ont été vaincus mais qui n'ont pas disparu, mais aussi de surmonter les contradictions qui peuvent naître dans cette société. Plus grave encore, je crois, il y a une vraie aporie philosophique, une vraie, selon moi, une vraie inconséquence philosophique. C'est que dans la vision de Karl Marx, la modification des rapports de production est censée moduler l'homme. En effet, la grande caractéristique de Karl Marx, et j'ai commencé par cela, c'est qu'il dit l'homme c'est la société de l'homme, sans rajouter et sans penser sans doute totalement que la société de l'homme est faite des hommes individuellement. Et donc il n'y a pas de nature humaine pour Karl Marx. La nature humaine est éminemment le résultat des rapports de production au sein de la société. C'est la société qui module réellement une nature humaine absolument évolutive. Elle ne préexiste pas. Et selon cette pensée, la modification des rapports de production, créant une société communiste, va faire émerger un homme communiste dont les qualités morales seront à ce point modifiées que l'on pourra connaître une société qui vivra selon le principe de « à chacun selon ses besoins » et non plus à chacun selon ses moyens. Vous retrouvez là les vieilles idées. Le seul problème, c'est que ce qui est bien décrit, c'est la prise du pouvoir par le prolétariat, la dictature du prolétariat. On est très loin de la société communiste, et tant qu'il n'y a pas de société communiste, on ne voit pas pourquoi l'homme communiste va émerger. Et tant qu'il n'y a pas d'homme communiste, on ne voit pas comment la société communiste peut émerger. Et donc là, il y a selon moi une vraie aporie philosophique dont je fais, selon moi, la cause de ce que l'on observe. Mais revenons à l'histoire du XIXe siècle. À part le libéralisme dont je vais reparler, il y a un autre élément qui va intervenir de manière considérable, c'est Darwin et la théorie de l'évolution. Dans le monde de nature, Darwin nous dit que l'évolution des espèces est liée au mécanisme de la lutte pour la vie, faisant que les plus aptes persistent alors que les autres sont supprimés, disparaissent. Or, en même temps que Darwin, qui se garde absolument d'étendre à la société humaine, à l'économie, sa pensée, d'autres n'ont pas ces réticences. Notamment un philosophe très important qui s'appelle Spencer. Pour Spencer, la société humaine est une société vivante, une société de nature, et la lutte pour la vie est reflétée par la société capitaliste libérale, telle que les plus aptes, qui détruisent les moins aptes, l'emportent. Et en tant que le darwinisme aboutit à un progrès, ce sont les espèces les plus fortes qui l'emportent toujours, de la même manière, la compétition généralisée de la société libérale capitaliste doit seule aboutir à un progrès. Naît d'ailleurs une morale évolutionniste. Qu'est-ce qui est désirable? C'est le progrès. Par conséquent, tout ce qui s'oppose au progrès doit être combattu. Or, aider les faibles, ceux qu'il est dans l'intérêt du progrès de voir disparaître, les mécanismes d'entraide sociale, etc., sont immoraux, puisqu'ils empêchent l'avènement d'un progrès moralement désirable.
la morale évolutionniste, va jouer un rôle extrêmement important dans la nouvelle forme que va prendre de manière moderne le libéralisme. À la toute fin du XIXe siècle, avec toutes ses influences, à la conception classique du libéralisme succède ce que l'on appelle l'école néoclassique du libéralisme économique. On parle souvent, mais c'est un abus de langage car ça n'existe pas, on parle souvent de néolibéraux. En réalité, néolibéraux, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont les libéraux qui, à partir des années 1980, ont fait référence aux préceptes de l'école néoclassique du libéralisme, telle qu'elle naît, qu'elle se constitue à la fin du XIXe siècle. Cette école néolibérale, c'est ce que vous connaissez le mieux. Elle a en commun avec l'école libérale la promotion de la liberté individuelle. Elle prend à Bastiat la dénonciation d'un État qui outrepasse simplement le maintien du droit de propriété et la défense par conséquent par les militaires et par l'armée du droit de propriété, qui est vraiment sa tâche tutélaire essentielle. Elle reprend à Jean-Baptiste Say la notion d'un marché qui est autorégulateur et, si l'État n'intervient pas, qui empêche toutes les crises, réellement. Et elle commence à vouloir, pour une de ces écoles, pour l'un des courants de cette école, tracer et définir en termes mathématiques les mécanismes de l'économie. C'est l'école walrasienne de Léon Walras. Cette pensée économique l'emporte totalement dans le monde du libéralisme, opposé évidemment au socialisme qui, à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, sera totalement dominé par le marxisme. Et on aboutit au XXe siècle qui va empêcher pratiquement à ce libéralisme néoclassique de s'appliquer politiquement durant une très longue durée. Quand il s'applique, c'est systématiquement une crise épouvantable. En 1873, il y a déjà une très grave crise économique qui dure 30 ans, dont les mécanismes sont très proches, en fait, des mécanismes de la crise des subprimes de 2008 sur lesquels je reviendrai. Mais évidemment, la guerre de 14-18, empêche ces préceptes de s'appliquer, parce que pour faire la guerre, il faut bien que l'État ait de l'argent. Et les mécanismes de marché sont totalement incapables de donner à l'État l'argent nécessaire pour faire la guerre, puis ensuite pour reconstruire. Donc il y a une mise en parenthèse. Cependant, après la guerre de 14-18, à partir de 1920, on revient totalement à une pensée néoclassique du laisser-faire, laisser-passer. Ça, c'est une citation que l'on doit également à une racine française du libéralisme qu'on appelle les physiocrates. Laisser faire, laisser passer. La période qui va de 1920 à 1929 est absolument passionnante. Parce que, de la même manière que l'on avait pu observer que le laisser faire, laisser passer avait abouti à cette horrible situation de la classe ouvrière, des classes laborieuses au XIXe siècle, et il faut le dire, aux révoltes, aux révolutions, et in fine même à la Révolution d'octobre, à l'avènement du courant du socialisme marxiste à la Révolution d'octobre contre la société qui s'était établie, cette période très brève aboutit à la crise de 29. Le mécanisme est très simple en réalité. Enrichissez-vous, laissez faire, laissez passer. Entre 1920 et 1929, la production globale augmente de 50%, les profits augmentent de 100%, et les profits liés aux actions, le cours des actions augmente de 300%. C'est-à-dire que, de loin, ce qui est le plus intéressant, c'est de boursicoter, surtout à un moment donné, à partir de 1926, où toujours dans cette idée-là, on autorise la totalité des actionnaires, des boursicoteurs, on les autorise à acheter des actions en payant comptant que 10% du coût, et en empruntant le reste. Et dès lors se met en place une cavalerie dont le jeu est on paye 10% et on finance
le prêt et les intérêts du prêt du fait de l'augmentation du cours des actions. À une condition, c'est que le cours des actions continue d'augmenter. Une série de phénomènes qu'on connaît très bien, parfaitement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail là, aboutit à ce qu'en réalité le cours des actions se mette à diminuer. C'est une crise totalement épouvantable, en plus avec une réaction mauvaise, qui se dissémine dans la terre entière, qui aboutit à la crise entre 1929, 1933, 1934, totalement effroyable. Face à cette crise, le laisser-faire, laisser-passer n'est plus possible. Et alors là, il y a le camp socialiste, il y a eu la révolution d'octobre, il y a, dans le monde libéral, se met en place la dernière tentative d'un libéralisme téléologique. Ce qu'on appelle la théologie, c'est la finalité. C'est-à-dire que l'on voit apparaître la dernière tentative récente d'un libéralisme qui explicite que son but, c'est certes de permettre aux gens de s'enrichir, au business de fonctionner, mais le but de tout cela, c'est de donner les moyens de l'épanouissement des personnes en assurant le plein emploi et la justice sociale. C'est aux États-Unis Roosevelt et le New Deal, et c'est en Grande-Bretagne et dans le monde entier, c'est Keynes. Donc le paysage, laisser faire, laisser passer, le libéralisme avec un minimum de contrôle, première catastrophe 19e siècle, deuxième catastrophe, la crise de 29, compétition entre le socialisme des pays communistes et le libéralisme. Dans les pays libéraux, réaction, keynésianisme, New Deal de Roosevelt. Ce sont deux visions libérales, ce sont des libéraux, incontestablement. Ils sont pour la libre entreprise, ils sont pour les mécanismes de marché, mais ils sont pour une régulation très importante de l'État, de telle sorte que ces mécanismes permettent de garantir la justice sociale et le plein emploi en principe. Cela est très bien théorisé d'ailleurs dans une adresse en 1944, une adresse de Roosevelt, lors de son discours à l'État de l'Union. C'est le second Bill of Rights qui est extrêmement indicatif de cette pensée-là, de la même manière que les écrits, évidemment, de Keynes. Bien entendu, après la crise de 29, la possibilité de mener la guerre de 39-45. Là aussi, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure à propos de la guerre de 14-18, amène les États à reprendre les choses en main. La guerre coûte 400 milliards de dollars. 300 milliards de dollars réglés par les États-Unis d'Amérique, en l'occurrence. Donc, évidemment, les libres jeux du marché, ça ne fonctionne pas terrible. Et après la guerre, aboutit à un système très marqué par la personnalité de Roosevelt et de Keynes, surtout d'ailleurs de Roosevelt pour cela, qui est les accords de Bretton Woods, un système qui veut stabiliser normalement l'économie mondiale tout en permettant la reconstruction avec la BIRD pour ce qui est les pays d'Asie et le plan Marshall pour ce qui est des pays d'Europe. Toujours dans ce cadre de la compétition avec les pays communistes. Ce système-là, rien n'est parfait, mais crée et aboutit quand même aux 30 Glorieuses, c'est-à-dire aboutit quand même avec un chômage qui est globalement maîtrisé, à mettre en place l'État-providence de Beveridge en Angleterre, l'État-providence en France avec l'application du programme du Conseil national de la résistance, dans des conditions telles que la dette publique qui s'était envolée pour fait de guerre est réduite considérablement, autour de 20%, 20 à 30% du produit intérieur brut aux États-Unis, 20% réellement en France. Tout ça, jusqu'aux années 71, les politiques qui sont menées sont des politiques keynésiennes, mais de plus en plus mécaniques en réalité. Là encore, différents phénomènes font qu'en 71, les accords de Bretton Woods commencent à avoir du plomb dans l'aile, ils seront supprimés en 73, toutes les monnaies deviennent flottantes, la crise
la première crise pétrolière renchérit considérablement le coût de l'énergie en 1973. L'économie libérale est en difficulté. La difficulté principale, c'est que on n'arrive pas à lutter contre le chômage uniquement par des plans de relance, et les plans de relance augmentent l'inflation sans faire diminuer le chômage. C'est ce que l'on appelle dans le langage la stagflation. C'est une situation inconfortable, dont les causes sont aujourd'hui assez bien connues, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Ces difficultés connues par l'application dans les pays libéraux des principes du libéralisme téléologique de Roosevelt et de Keynes aboutit à une reprise du pouvoir économique par l'école des libéraux néoclassiques, qui, vous l'avez compris, avaient rongé leurs freins un peu, compte tenu du rôle de l'État dans ce XXe siècle épouvantable. Et ça, c'est un événement qui est extraordinairement important, le plus important des temps modernes. C'est ce que l'on appelle, il y a plusieurs titres, la révolution, le meilleur titre, c'est la révolution néoclassique anti-keynésienne des années 1980. En 1980, les théories économiques, pour l'essentiel néoclassiques, portées par des noms comme Milton Friedman en Angleterre, et mises en application par Ronald Reagan, et vraiment mises en application politique, explicitement par Ronald Reagan aux États-Unis, alors qu'en Angleterre, Margaret Thatcher, qui elle se recommande plutôt d'un autre tenant de cette pensée, encore plus intégriste d'ailleurs, qui est Hayek, dès 1979, prend le pouvoir et applique ces préceptes. Alors ces préceptes sont clairs. Ces préceptes, vous pouvez l'imaginer, il faut absolument libérer l'initiative individuelle. Et donc, tout déréglementer. C'est la règle des 3D. Déréglementation, désintermédiation, ce qui permet de faire des titres, de titriser les actions, et décloisonnement entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. D'autre part, il faut, autant qu'on peut le faire, essayer de maîtriser les dépenses salariales et de diminuer les dépenses sociales. En contrepartie, pour libérer l'investissement, il faut diminuer les impôts. Le résultat est tout à fait extraordinaire, puisque, et ça on l'oublie souvent, les impôts de la tranche marginale supérieure aux États-Unis avaient atteint 90% de cette tranche marginale supérieure dans les années 60-65. Sous Ronald Reagan, ça va descendre à 50, puis 20% avant d'être remonté lors de la crise de 2008 aux alentours de 37%. En même temps, et conséquence de cela, les inégalités salariales et de revenus se mettent à flamber. Avant la crise de 29, l'écart de fortune entre les 1 pour 1000 Américains les plus riches et la moyenne de la population, était de 1 sur 900. Avec l'application du New Deal et du keynésianisme, il descend 1 pour 200, et après la période Reagan, après les années 80, il remonte à 1 pour 1250, il est maintenant à 1 sur 1500-1600. Et tout le monde s'inquiète, même parmi les libéraux, de l'augmentation continue des inégalités. Conséquence directe de l'application de ces préceptes. Dans l'idée des économistes, qui ne sont pas des gens sots, comment ça peut marcher néanmoins? Eh bien, leur espoir est que le dynamisme des affaires, créé ainsi par cette libéralisation des réglementations, va compenser la diminution des recettes par la diminution des impôts, la diminution fiscale. En réalité, comme en même temps il y a une déréglementation, la financiarisation de l'économie, la création
de paradis fiscaux, la fuite fiscale, empêche réellement ce surplus du dynamisme économique éventuel de profiter réellement aux États. Conséquence, la dette des États se met à réaugmenter à cette période-là. La dette était à ce moment-là de 20% du PIB en France, elle était de l'ordre de 37% du PIB aux États-Unis, elle est aujourd'hui de 115% du PIB aux États-Unis et elle a atteint 95% du PIB en France. Et en réalité, dans tous les pays, l'augmentation de la dette est la conséquence directe de ce moment extraordinairement important. Autre élément évidemment fondamental, c'est que cette politique est évidemment déflationniste. Je m'explique. Ce qu'on appelle la déflation, c'est la combinaison dans l'économie d'une diminution du coût des marchandises et d'une diminution des coûts de fabrication. La raison pour laquelle la déflation est extrêmement préjudiciable aux économies en règle générale, c'est que les consommateurs n'achètent plus en se disant que demain ça coûtera moins cher, et que les investisseurs n'investissent plus parce qu'ils se disent mais de toute façon personne ne va acheter nos commandes. Donc il y a un cercle vicieux d'aggravation, et pour une économie libérale, c'est la pire des conjonctures. Or évidemment, la pensée néoclassique des années 80, mise au pouvoir, est déflationniste, puisqu'il y a une réduction, ou du moins une limitation de l'augmentation des salaires, une diminution des prestations sociales, et pour répondre à la diminution du pouvoir d'achat relatif qui s'ensuit, il y a de toute façon une tentative de diminution du coût de fabrication. Cette diminution du coût de fabrication, de toute façon, elle est aussi la conséquence du fait que pour mettre en concurrence les ouvriers nationaux avec les ouvriers internationaux des régions à bas niveau salarial, on se met à délocaliser. La délocalisation aggrave d'ailleurs la perte des richesses. Là encore, cercle vicieux, totalement inéluctable. Comment faire alors pour éviter la déflation ? Diminution du coût des marchandises et marché intérieur de plus en plus réduit. Toute la politique, alors, est basée sur deux notions. Premièrement, la notion du remplacement économique, et la deuxième notion, la notion de la prime totale à l'export. Au départ, les pays occidentaux, qui voient se délocaliser leurs entreprises massivement, ont l'illusion un peu raciste que, certes, le monde va être la racine et l'origine des fabriques, des usines, des produits manufacturés du monde entier, mais que la matière grise restera dans les pays développés. C'est raciste parce que les Chinois n'ont rien à nous envier pour ce qui est de développer la matière grise, ni les Chinois, ni les Indiens, ni n'importe quel autre naturellement. Donc cette idée est totalement folle et très rapidement a montré qu'elle était folle. L'autre réponse, c'est on va remplacer ces richesses qu'on ne crée plus dans nos pays par l'industrie manufacturière, on va le remplacer par les produits et les produits financiers. Sauf que la question, d'abord les produits financiers sont terriblement déstabilisateurs, et la question demeure de la possibilité des produits financiers à créer des richesses. Est-ce que c'est totalement virtuel? Est-ce que ça ne l'est pas? Pour vous donner une idée de ce à quoi on en est arrivé, aujourd'hui, la somme des flux financiers liés aux produits financiers est de 50 fois supérieure à la somme totale du marché des services et des biens dans le monde. 1 à 49. C'est un facteur d'instabilisation, pas du tout de stabilité. Dans cette situation, pour que le consommateur, dont le pouvoir d'achat relatif diminue, puisse encore consommer, eh bien les produits chinois sont moins chers qu'avant et les produits diminuent. On espère que l'exportation va permettre de compenser ce qui serait autrement une déflation absolument terrible.
Mais il y a des produits qu'on ne peut pas faire fabriquer au Bangladesh ou en Chine, les maisons. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire marcher néanmoins l'industrie lorsqu'il n'y a plus de pouvoir d'achat? Ben, on va faire crédit. Ce qu'on ne donne plus sous forme de pouvoir d'achat, on va le donner sous forme de crédit. Et c'est la période d'une extraordinaire augmentation du crédit. Et en particulier pour ce qui est des biens immobiliers aux États-Unis, pour que les classes moyennes plutôt pauvres puissent acheter néanmoins les biens immobiliers, on leur fait crédit, mais on sait que le prêt est très risqué. Et donc, les prêteurs garantissent leur prêt sur l'hypothèque de la maison. Si le prêt ne peut pas être remboursé, le bien sera saisi et le prêteur se remboursera sur le bien hypothéqué. Cela étant dit, les prêteurs savent eux-mêmes que c'est très risqué. Et donc, ils garantissent leur risque auprès d'établissements secondaires qui garantissent effectivement ce risque de défaut financier des prêteurs aux acheteurs de biens financiers. Et comme ces assureurs de deuxième niveau sont inquiets de ce qu'ils font, ils se mettent à mélanger le produit financier à d'autres produits financiers, ce qui est autorisé par les 3D, par la désintermédiation. N'importe quel établissement peut émettre des titres, et ils inondent la planète entière de ces titres pourris, puisqu'ils contiennent une partie importante liée à ces dettes hypothécaires incertaines. Pourquoi incertaines? C'est que pour quiconque s'intéresse à l'économie, il n'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas de retournement du marché immobilier. Il y a toujours un retournement du marché immobilier. Aux États-Unis, les mécanismes sont très clairs. Il y a de plus en plus d'acheteurs qui défaillent à rembourser, et donc leurs biens hypothéqués reviennent propriété des banques, qui les mettent sur le marché, les prix s'effondrent. La garantie hypothécaire s'effondre. Donc ces prêteurs font jouer leur garantie. Les établissements sont en très grande difficulté. Tous les titres qui contiennent ces produits financiers s'effondrent. C'est la crise de 2008. Ce qu'il faut retenir, contrairement à ce que l'on dit, c'est que la crise de 2008 est nullement un accident de parcours. Nullement. C'est la conséquence inéluctable d'une vision idéologique de l'économie telle qu'elle s'est imposée sur le plan économique dans le libéralisme à la fin du XIXe siècle et telle qu'elle est arrivée au pouvoir réellement dans les années 80 en couvrant la totalité du monde. D'ailleurs, dans ce cadre-là, l'Europe a fait très fort. L'Europe, c'est encore aujourd'hui le pays qui est le plus grand pourvoyeur de brevets, le plus grand pourvoyeur d'innovation, qui représente le marché le plus important du monde. Ça reste encore, pour un temps, ça ne durera pas éternellement, ça reste la principale zone économique du monde. Et pourtant, l'Europe est en difficulté considérable. Et la raison pour laquelle l'Europe est en difficulté considérable, c'est que la construction européenne s'est faite totalement sur les bases idéologiques du libéralisme néoclassique, dont les principes sont appliqués à la lettre. Il faut absolument séparer le besoin des États de l'économie. Donc on va créer une banque centrale européenne, totalement autonome, déconnectée des besoins des pays. D'ailleurs, les pays ne pourront même plus emprunter à leur banque, ils seront obligés d'emprunter en payant des intérêts à des banques privées. Par ailleurs, le grand danger, c'est l'inflation. Pour quelle raison? C'est que l'inflation, évidemment, ça ne fait pas plaisir aux rentiers. La déflation, ça fait plaisir à personne, mais l'inflation, ça fait plaisir à personne, mais c'est particulièrement mortel pour les rentiers. Keynes disait que l'inflation, c'était l'euthanasie des rentiers. Et donc, les Allemands ont connu une hyperinflation totalement obnubilée. Ils fixent à la Banque européenne un seul rôle, pas du tout de soutenir l'économie, mais uniquement
de créer juste ce qu'il faut de monnaie pour empêcher l'inflation. On comprend bien dans ces conditions-là que le potentiel déflationniste de l'économie moderne, telle qu'elle est dérivée des années 80, va jouer à plein en Europe. Le seul pays qui, à un moment donné, y résiste, c'est évidemment le pays le plus exportateur, ce sont les Allemands. Les Allemands sacrifient leur marché intérieur, privilégient l'exportation. La seule difficulté, c'est qu'une économie totalement basée sur l'exportation est très fragile aux évolutions et retournements de la conjoncture internationale. C'est le cas, effectivement, à l'heure actuelle. Donc, l'Europe s'est mise sciemment, pour des raisons totalement idéologiques, dans une situation incroyable, qui est une situation de déflation presque avérée, extraordinairement grave, en réalité. Alors même, je dois dire que les autres pays, eux, sont plutôt revenus en arrière en faisant marcher la planche à billets, en essayant de financer l'investissement, ce qui n'a pas si mal avec des grosses difficultés, des inégalités qui flambent, mais qui a permis au moins de diminuer le chômage de manière significative aux États-Unis d'Amérique. Par conséquent, ce que nous vivons aujourd'hui, et on en reparlera dans la discussion, ce que nous vivons aujourd'hui, dans l'économie mondiale et en particulier, car c'est vrai que c'est le paroxysme, en Europe, est la troisième confirmation de ce que l'histoire nous apprend. Chaque fois que l'économie se fixe comme objectif principal l'économie elle-même et son succès, indépendamment de la satisfaction du besoin des personnes, chaque fois cela entraîne la catastrophe. D'ailleurs, catastrophe non seulement pour les citoyens, mais pour le système libéral lui-même, sinon pour certains de ceux qui en profitent réellement à plein. Ce système est par ailleurs totalement mortifère au niveau mondial. Car dans la société de la mondialisation dans laquelle nous vivons, le monde entier pouvant désirer utiliser nos méthodes et connaître le niveau de vie que l'on a développé en Europe et aux États-Unis, se trouve dans une situation où clairement cela ne peut être atteint, créant incroyablement de la frustration, in fine de la violence, et faisant apparaître ce que j'appelle aujourd'hui la renaissance d'une nouvelle barbarie. Il y a aujourd'hui vraiment la renaissance d'une nouvelle barbarie dans le monde. Le monde que nous allons léguer à nos enfants n'est pas un monde que nous serons fiers de leur léguer. Moi, quand j'avais 20 ou 30 ans, malgré l'opposition entre le communisme, le capitalisme, les deux États, on pouvait, ma foi, passer de l'autre côté du rideau de fer, c'était pas vraiment un modèle de démocratie, évidemment, mais il y a eu un moment après la guerre, dans les années 60, 70, où je pouvais me promener dans le monde entier, je suis un grand voyageur, un grand marcheur, sans problème. Aujourd'hui, il y a 30 pays ou 40 pays où je n'irai pas parce que j'y risque ma peau. D'ailleurs, personne réellement y va. On ne va pas les énumérer les uns après les autres. Quand on voyage, comme je le fais, en Amérique latine, en Afrique, etc., on voit réapparaître l'image extraordinaire de la modernité. On recrée les bastides et les châteaux forts. La violence, l'insécurité sont devenues telles que ceux qui ont des biens sont obligés de s'isoler dans des bastides entourées de murailles, avec des miradors, des hommes armés, des châteaux forts réellement. C'est vrai en Afrique du Sud, c'est vrai à Mexico, c'est vrai presque partout en Amérique latine, c'est vrai dans certaines villes du sud des États-Unis. Vraiment une nouvelle barbarie. Quand on se promène à Mexico, quand on se promène à Bogota, quand on se promène à Lagos, par exemple, des villes qui me viennent à l'esprit, on est stupéfait réellement de ce que l'on voit. Stupéfait. Bien entendu, les désordres, les déséquilibres qui sont ainsi créés ne vont pas être maintenus et ne le sont pas durablement au loin comme cela.
D'abord parce que les populations désespérées, voyant vanter les conditions de vie chez nous, veulent venir chez nous, naturellement. Et c'est un phénomène que l'on peut observer. Si bien que, par quelque mécanisme qu'on le prenne, de quelque manière qu'on le prenne, ce qui se joue à l'heure actuelle, le système, avec des hauts et des bas, ne peut qu'aboutir à une crise majeure et en réalité n'a aucune durabilité. Aucune durabilité. Est-ce qu'il faut se résoudre? Est-ce qu'il faut ne rien faire? Moi, je ne le pense pas. Je ne vais pas vous dire quelle est la solution, mais des solutions, il y en a, réellement. D'abord, si je reste dans la pensée dominante qui est la pensée libérale, je rappelle tout de même qu'il y a un peu plus de 30 ans, et je ne suis pas en train d'idéaliser, mais c'est totalement un autre principe qui présidait, qui était le principe de l'État-providence, de la protection sociale, du désir de justice sociale. Et que c'est ce dont nous avons pu bénéficier dans toutes les années réellement de l'après-guerre. Si il n'est pas possible, je dis souvent de remettre un pilote dans l'avion de l'économie mondiale. Je dis un pilote parce que aujourd'hui il y en a, mais il y en a derrière l'illusion de l'autonomie des marchés, c'est-à-dire derrière l'illusion de la bienfaisance, de la cupidité faite comme seul moteur de l'économie. Alors je pense que le pire est certain. Alors, je ne suis pas apocalyptique. Après toute crise quelle qu'elle soit, il y a autre chose qui apparaît. Je ne sais pas du tout quoi. Je ne sais pas du tout quoi. Est-ce que ce sera favorable? Est-ce que ce sera défavorable? Est-ce que ce sera de l'ordre d'une plus grande fraternité? Est-ce que ce sera de l'ordre d'une dictature généralisée? Est-ce que... Honnêtement, je ne le sais pas. En revanche, je sais que si on arrive les uns et les autres profondément à persuader tous nos concitoyens qu'on ne peut pas se satisfaire du monde tel qu'il évolue aujourd'hui, parce que même si nous on s'est fait une raison, il ne sera pas accueillant pour nos enfants et nos petits-enfants, et que notre responsabilité, c'est de tenter de ne pas leur léguer ce monde-là. Alors, si nous décidons de changer la logique, de remettre des pilotes citoyens aux commandes de l'avion économie mondiale, alors peut-être, le pire n'est-il pas certain, mais en effet, c'est collectivement à nous de jouer. Je vous remercie. Merci Axel Kahn. Nous continuons. Et d'abord, je vais donner une précision. Nous avons remarqué dans nos conférences que vers 8h10, un quart, 20, discrètement on se lève et on s'en va. On va donc essayer de profiter de cette conférence ensemble jusqu'au bout. À 8h15, nous lèverons la séance. Donc vous savez que vous avez encore du temps pour faire chauffer la soupe ou vous occuper de tout autre problème. Axel Kahn a consacré 1 heure environ à son exposé. On peut donc consacrer du temps à ce que vous le questionniez, soit sur ce qu'il a dit, excusez-moi, soit ce qu'il n'a pas eu le temps de dire, mais un débat très large, très ouvert, comme d'habitude. Il doit y avoir un gros baladeur, et si la personne qui pose une question se lève, on entend généralement bien. Oui, vous avez parlé de la BCE, où vous avez dit que les pays doivent emprunter à des banques privées. Il est à savoir qu'en France, sous la présidence de Pompidou, 1972, eh bien la France emprunte à des banques privées avec un intérêt... C'est la loi Giscard, voilà, c'était sous la présidence. En réalité, la loi en question date de 77 ou 77, c'est ça, donc c'était Giscard d'Estaing, et c'est un reproche qui a été fait à Giscard d'Estaing. Vous avez tout à fait raison. En réalité, c'est en France pour la première fois que la règle a été vraiment appliquée de ne plus emprunter à la Banque de France, mais d'emprunter à des
boîte privée. Alors, on appelle ça Enfin, Giscard était, vous avez raison, Giscard était ministre des Finances. Oui, donc c'est bien sous-compris. Absolument, oui, vous avez raison. Voilà, merci. Et c'est de là que la dette a commencé en France. C'est l'un des mécanismes, incontestablement, c'est l'un des mécanismes. On a pu modéliser ce que serait la dette. Alors, les mécanismes de la dette sont multiples. L'un des mécanismes, c'est la diminution des recettes. La diminution des recettes est importante. L'autre mécanisme, c'est effectivement la fin de la financiarisation de la dette. Et le troisième mécanisme, c'est peut-être l'efficience insuffisante de la dépense publique. Donc les trois éléments interviennent, mais la non-financiarisation de la dette joue un rôle très important. Notre dette aujourd'hui est à 2000 milliards d'euros. Et sans doute elle ne serait pas supérieure à 1 milliard 200 millions d'euros. 1 milliard d'euros, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, si on n'avait pas financiarisé la dette. Alors, la raison pour laquelle on a définanciarisé la dette, c'est-à-dire interdit à la Banque de France de faire du papier-monnaie pour payer les besoins de l'État, c'est ça dont il s'agit, c'est que l'on disait, c'est source d'inflation, car pour l'école monétariste, il y a une part de vérité là-dedans, l'augmentation de la masse monétaire est facteur d'inflation. Et donc le fait de se mettre à faire tourner la planche à billets va être facteur d'inflation qui est, je vous l'ai dit pour des raisons que je précisais, un peu la hantise des capitalistes et des libéraux. Cela étant dit, moi, j'ai établi, je ne l'ai pas apporté là, mais j'ai établi le taux de l'inflation, les 15 ans avant 73 et les 15 ans après 73. Et je démontre qu'en réalité, l'inflation est nettement supérieure les 15 ans avant, les 15 ans après, à ce qu'elle est les 15 ans avant. C'est-à-dire que dans la réalité des choses, rien ne vient confirmer cette justification qui est donnée à l'obligation de ne pas emprunter à la banque centrale qui répond en fabriquant du papier-monnaie, mais d'emprunter aux banques privées. Allez-y. Pourriez-vous nous parler de Goldman Sachs et de Mario Draghi, qui vient de l'école Goldman Sachs, le grand financier mondial? Cela étant dit, alors Goldman Sachs, vous connaissez, c'est une des grandes banques américaines, et évidemment, il y a dans toutes ces grandes banques, comme d'ailleurs chez tous les commentateurs de l'économie qui sont dans les grands médias, alors même qu'il y a une diversité de la pensée économique, il y a des économistes marxistes, il y a des économistes keynésiens, il y a des économistes néo-keynésiens, dans les radios et à la télévision, vous entendez que les économistes néoclassiques. Ce sont les seuls, absolument, à entendre la radio-télévision. On a l'impression qu'il n'y a qu'une pensée économique possible. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Piketty, qui a eu un important succès, clairement ne l'est pas. Bernard Marie, pour parler des Français, réellement ne l'est pas. Et même le prix Nobel d'économie récent, qui est un économiste néolibéral tout à fait classique, est un très très grand défenseur du rôle central de l'État. Or, ces pensées d'économistes tout à fait éminents, réellement, on ne les entend pas. Donc, en tout cas, les grandes banques, Goldman Sachs avant tout, sont peuplées de ces gens et mènent cette politique. Cela étant dit, à la décharge de Mario Draghi, il faut bien reconnaître, c'est le premier, vraiment le premier, là, de manière significative et dans un bras de fer difficile avec Madame Merkel, le premier qui réutilise la BCE en essayant de la mettre en mesure d'intervenir dans deux directions extrêmement importantes. La première direction, c'est une diminution du cours de l'euro par rapport au dollar, de manière à augmenter la compétitivité des produits européens par rapport aux produits non européens. Et il y est parvenu, puisque la valeur de l'euro a diminué de 13% depuis l'intervention de Mario Draghi.
il se met également à racheter larga manu des dettes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux d'entre vous qui êtes des économistes, ça équivaut en réalité à mettre des liquidités en circulation. Donc il augmente la masse monétaire, et le but d'augmenter la masse monétaire, c'est qu'il espère réintroduire un peu d'inflation. Or, ça serait très important de réintroduire un peu d'inflation, tout simplement parce que ça réduit la dette. Plus il y a d'inflation, moins la dette est lourde, et moins il y a d'inflation, plus c'est absolument épouvantable. Et ça permet, évidemment, puisqu'il y a un taux de crédit qui est égal à 0, ça facilite l'investissement. C'est risqué, mais ça facilite l'investissement. C'est-à-dire que, honnêtement, d'un point de vue objectif, bon, on ne va pas transformer Mario Draghi en un nouveau keynésien ou en un économiste socialiste, mais Mario Draghi est en rupture totale avec ce qui avait été fait avant lui à la BCE, et dans son optique, avec ses concepts, il tente à l'heure actuelle de réagir, et avec une action qui n'est pas totalement nulle dans ses effets. Un jeune homme là-bas au fond, tout au fond, qui va se lever comme ça on le verra. Oui, vous avez terminé votre exposé en disant il faut qu'on explique à tous nos concitoyens qu'il y a moyen de résister. De votre point de vue, qu'est-ce qui freine aujourd'hui la mobilisation, puisque, sans doute beaucoup moins brillamment expliqué, les différents organismes, syndicats, voire même partis politiques, expliquent qu'il y a d'autres solutions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, de votre point de vue, freine la mobilisation des peuples, et pourquoi on n'arrive pas, même pas, à préserver l'essentiel que serait sans doute d'abord l'emploi, mais surtout les minima sociaux et les salaires? C'est la résignation, profondément. C'est, pour l'instant, malgré ces difficultés sans nom, pour l'instant, la victoire de l'arrivée au pouvoir de la pensée économique néoclassique dans les années 80 n'est pas tant une victoire économique, puisqu'on n'a jamais connu, enfin on l'a déjà connu, mais les crises n'ont pas cessé, elles sont extrêmement cruelles, mais c'est une victoire idéologique. C'est une victoire idéologique. Une des manifestations politiques de politique franco-française, tout de même extraordinaire quand on y réfléchit, c'est qu'il y a encore 5 ans, 10 ans, 5 ans de cela, quand un socialiste disait qu'il était social-démocrate, il se faisait agonir par une partie de ses camarades socialistes qui lui disaient « nous sommes des socialistes, nous ne sommes pas des sociodémocrates », et évidemment par le reste de la gauche. Aujourd'hui, au sein du Parti socialiste, ceux qui revendiquent de pouvoir se dire et penser avec les critères de la social-démocratie représentent l'extrême gauche du Parti socialiste. Voilà. Je veux dire, il y a eu un vrai programme social-démocrate, affirmé, social-démocrate, présenté, schématisé par Martine Aubry dans le journal du dimanche il y a quelques jours. C'est typiquement social-démocrate. Social-démocrate, c'est quoi la social-démocratie dans son compromis allemand de Bad Godesberg? C'est un trio. C'est économie de marché, mais cogestion, mais solidarité et redistribution. Hein, c'est ça, la social-démocratie. À ce titre, les vues, l'analyse et les propositions de Martine Aubry sont typiquement social-démocrates. Elle se fait totalement agonir par une grande partie de la presse et de ses camarades socialistes en disant qu'elle est archaïque et passéiste. C'est un exemple naturellement, mais ils sont en réalité totalement innombrables. Donc il y a une extraordinaire victoire idéologique, en fait, de cette pensée, quoiqu'elle ait échoué d'un point de vue économique. Et moi, pour discuter beaucoup de ces problèmes qui me passionnent, discuter avec énormément de gens, des gens intéressants par ailleurs, ce qui m'est opposé le plus souvent, c'est « oui, je pense que vous n'avez pas totalement tort, votre analyse, elle n'est pas mauvaise,
Mais qu'est-ce qu'on y peut? Parce que l'idée selon laquelle les principes économiques viennent de Sirius, sont gravés dans le marbre, et qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est de toute façon, certes, une cuillerée d'huile de foie de morue, mais qu'il faut bien la prendre, cette idée-là est dominante. Et c'est ça, réellement, qui explique, je pense, l'extraordinaire difficulté qu'il y a aujourd'hui à mobiliser. C'est la raison pour laquelle j'insiste, en complément avec ce qui est fait par ailleurs, j'insiste sur cet élément-là. Quel monde voulez-vous léguer à vos enfants et petits-enfants? Quelle est votre responsabilité? Pouvez-vous nier que ce monde, si vous le laissez comme cela, chacun peut voir l'évolution, pouvez-vous nier qu'il leur sera sans doute terrible? Voulez-vous cela? Je pense que cet élément-là, rabâché, ressassé, expliqué, défini, étendu, peut avoir aussi un potentiel de mobilisation. Allez. Allez-y. Oui, vous avez parlé, quel monde on va laisser, je veux dire, à nos descendants. Est-ce que c'est pas un... Parce que vu comme tout est... Vous avez parlé de libéralisme, que le libéralisme existait depuis déjà le XVIIe siècle, donc c'est un capitalisme déjà pré-industriel, on peut même parler de libéralisme pré-industriel aussi. Donc, parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout est quasiment abandonné au privé. On casse les services publics, même au service de l'énergie, c'est libéralisé, c'est même, je veux dire, c'est de la libre concurrence. Et donc, même au niveau de l'énergie, le libéralisme puise toutes les réserves naturelles qui existent de par le monde, et y compris les éléments les plus dangereux, comme les centrales nucléaires et tout, qui peuvent être des dangers potentiels, parce qu'il n'y a pas que les centrales nucléaires, vous avez aussi les usines de produits chimiques, enfin tout un tas de trucs. Et donc, est-ce qu'on ne court pas vers un monde, pour les descendants qu'on aura, si on a la chance de les avoir, on ne va pas vers un monde post-apocalyptique? Donc c'est un peu une... J'ai commencé par cela. Quand j'ai parlé, je vous ai dit que j'allais définir le bien commun, et la première explication, le premier exemple que j'ai pris, je vous ai dit que les mécanismes de marché étaient incapables de contrôler la qualité du monde que nous léguerions à nos descendants, et évidemment tout à fait dans l'incapacité d'assurer que ce monde serait compatible avec l'épanouissement d'une vie proprement humaine, ainsi que le disait Hans Jonas. Donc oui, je suis d'accord avec vous, c'est même ce par quoi j'ai commencé. En liaison avec ça, est-ce que vous avez lu les derniers livres de Naomi Klein, qui justement dit que le problème de la planète, que la planète enfin, risque de devenir invivable pour les êtres humains, c'est peut-être une chance justement pour que les êtres humains se rendent compte qu'il y a un travail, enfin pour les peuples, un travail à mener effectivement, s'ils veulent effectivement que, comme vous le disiez pour nos enfants et petits-enfants, il y ait un monde vivable. Alors, vous savez, je ne fais pas entièrement confiance au mécanisme, vous l'avez compris, autorégulateur des marchés, et je ne fais pas totalement confiance non plus au mécanisme autorégulateur des peuples qui protestent contre la dégradation de leur climat. Sans cela, la Chine ne serait pas obligée de courir le marathon avec des masques qui, au bout de 20 km, étaient noirs, tellement il y avait ce jour-là de brouillard et de particules en suspension. Quand vous êtes dans les pays en voie de développement en particulier, car c'est peut-être parmi ceux qui sont le plus pollués, la situation est totalement abominable. D'ailleurs, on observe que assez souvent dans ces pays, la soif d'une augmentation du niveau de vie est telle qu'elle se manifeste au détriment d'un souci écologique important. Rio est une ville magnifique, naturellement, mais je ne vais même pas parler des favelas. La baie de Rio est un cloaque.
épouvantable. La totalité des égouts d'une ville de 7 millions d'habitants est rejetée dans la baie de Rio. D'ailleurs, vous voyez les égouts à ciel ouvert à travers la ville. Et tout le Brésil important est dans cet état-là. Et quand vous allez dans les grandes villes d'Amérique latine, dans les grandes villes d'Afrique, c'est à peu près de cet ordre-là. Si bien qu'il faut être, pour le coup, un peu plus interventionniste qu'uniquement faire confiance à l'indignation et à l'instinct de survie des gens qui sont confrontés à cela. Ce qui est extraordinaire, ce qui est la force de l'humain, c'est qu'il est capable de s'adapter à des conditions épouvantables. C'est comme ça que l'humain a résisté à des famines, à des guerres affreuses, à la guerre de 14-18 dans des conditions épouvantables, etc. La capacité de l'humain de s'adapter à des situations que l'on jugerait de l'extérieur totalement invivables est une capacité étonnante. Donc il faut mieux intervenir avant. Oui, peut-être n'ai-je pas complètement saisi votre pensée, et c'est pour ça que je souhaitais vous poser cette question. J'ai eu le sentiment pendant un moment que, à travers ce que vous disiez, l'histoire que vous racontiez, que vous ne faisiez pas tant la distinction entre le capitalisme, et permettez-moi pour ma part d'utiliser ce terme-là, entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier. On a l'impression que l'histoire que vous avez racontée, c'est plutôt une histoire continue du capitalisme financier et des comment dirais-je, des jeux d'argent qui se nouaient au travers de cette histoire. Or, j'ai cru comprendre, moi, durant cette période de capitalisme industriel, que les industriels avaient quand même un intérêt bien compris de réinvestir dans l'appareil productif. Et ça, on l'a pas... alors que cet intérêt n'existe plus du tout, puisque ce capitalisme, moi qui pensais avoir compris qu'il avait évolué vers plus de financiers, se joue des mécanismes industriels et va, au gré de ses desiderata, investir ou désinvestir dans telle ou telle économie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Deux choses. La première, c'est que la filiation que j'ai rappelée, il y a toujours eu, en réalité, bien entendu, une coexistence d'un capitalisme productif et d'un capitalisme financier. D'abord, pour une raison tout à fait claire, c'est que la base du capitalisme, c'est l'accumulation du capital. Et que qui dit accumulation du capital, dit les mécanismes financiers de l'accumulation du capital. D'autre part, j'ai indiqué comment, dans les 10 ans qui ont suivi la révolution néoclassique anti-keynésienne des années 80, ce qu'on appelle les 3D, déréglementation, désintermédiation, décloisonnement, avait fait totalement flamber les flux financiers déconnectés de la production. On va dire un capitalisme financier pour lui-même. Par ailleurs, il reste un lien qui fait que même le capitalisme productif aujourd'hui est profondément marqué par les mécanismes financiers. C'est celui des mécanismes du financement. Les grandes sociétés familiales sont très rares. Et l'immense majorité des investissements dans les entreprises dépend des mécanismes boursiers, si bien que les managers des entreprises, qui, il y a encore 20 ou 30 ans, pensaient réellement, dans la confrontation avec leur personnel, naturellement la lutte des classes existait, mais pensaient l'intérêt du développement de leur entreprise en tant que tel, aujourd'hui savent qu'ils ont une priorité, d'ailleurs ils ne peuvent pas vivre sans cela, c'est de satisfaire les actionnaires. Le terme qui est consacré dans ces milieux-là, que je connais très bien, c'est créer de la valeur. Ce qu'on demande aux managers des entreprises, c'est créer de la valeur. Et un manager qui se finance en bourse
et il ne peut pas se financer autrement, s'il est sur le marché, qui se finance en bourse, et qui ne crée pas de valeur, eh ben, cesse de se financer. Parce que son action s'effondre et qu'il est racheté par un fonds de pension, etc. C'est ça qu'on appelle le cash flow. C'est notamment cela, si vous voulez. J'ai vécu cela de très près. Un exemple qui dira beaucoup de choses à beaucoup d'entre vous. J'ai été une période de ma vie très intéressante, ça permet de connaître bien les systèmes. J'ai été le directeur scientifique pour les sciences de la vie du groupe Rhône-Poulenc, qui à l'époque était composé de Rhodia, de Rhône-Poulenc Agrochimie et de Rhône-Poulenc Santé. Et à ce moment-là, le groupe avait une idée d'une entreprise qui investissait dans les différents domaines du vivant, la chimie pour le vivant, l'agriculture, la santé, avec un tronc commun de réflexion et d'innovation, irriguant les trois branches. Et c'était une conception assez intéressante, réellement. À cette époque-là, il y avait des fleurons, par exemple, les terres rares de Rhodia, de Rhône-Poulenc Chimie, de Rhodia, qui était vraiment, les silicones également, qui était une spécificité française extraordinairement importante. Dans le domaine agricole, Rhône-Poulenc Agrochimie avait également des positions qui étaient intéressantes. Sous la pression des marchés, il y a eu presque une obligation de séparer ces trois branches. Car les marchés ne voulaient pas qu'on mélange les torchons et les serviettes. Ils ne voulaient pas que la pharmacie, où les actions augmentent en moyenne de 10% et plus par an, soit mis avec l'agrochimie, où les actions n'augmentent pas plus que de 1 à 2 à 3%, et encore moins avec la chimie, où des fois, elle diminue. Donc, on a séparé les trois. Le résultat a été, pour le coup, une perte de valeur, mais de valeur de savoir-faire extraordinaire. Rhodia s'est totalement effondré. Rhône-Poulenc Agrochimie a été acheté par l'étranger. Et dans un premier temps, Rhône-Poulenc Rorer avait été acheté par Aventis, avant qu'Aventis ne soit acheté lui-même par Hoechst, excusez-moi, par Hoechst, avant que Hoechst ne soit acheté lui-même récemment par Elf et par Aventis par conséquent. Et donc j'ai assisté à cet élément et à ce caractère totalement épouvantable. Un autre élément. À cette époque-là, je voulais que la firme mène des recherches sur un médicament contre le cancer du côlon. Et on m'en a dissuadé parce que l'achat des connaissances, même la connaissance est brevetée maintenant, l'achat des connaissances, qui était la condition sine qua non pour mener cette recherche, semblait non rentable. En plus, Rhône-Poulenc, dans le temps, menait dans son coin, ça n'a jamais été des philanthropes, hein, mais menait dans son coin tout de même des recherches sur les maladies parasitaires, le paludisme, la filariose, la bilharziose, des choses comme ça. Aujourd'hui, une firme comme cela, qui annonce qu'elle va investir 500 millions, 1 million ou 1 milliard de dollars, 500 millions, on va dire, pour mener une recherche très prometteuse sur la filariose, elle perd 10% de sa valeur de l'action dans les 15 jours qui suivent. Car on sait très bien qu'il n'y a pas de marché pour acheter des produits contre la filariose, vu que ceux qui sont affectés n'ont pas le sou. Je veux dire que profondément l'économie aujourd'hui, c'est cela. Il faut vous rendre compte du monstre que l'on a créé. Il faut vous rendre compte. Oui, la dette est présentée, est agitée comme un chiffon rouge auprès de nos concitoyens. Et d'ailleurs, cette dette fait peur. Elle est acceptée par nos concitoyens comme idée, parce que chacun, chez soi et personnellement, a peut-être une petite dette et qu'on doit rembourser. Et je vais vous demander, l'idée de l'effacement de la dette est-elle compréhensible? Comment peut-on l'expliquer auprès de nos concitoyens? Si vous pensez que c'est une idée juste, ce que je penserais moi a priori, mais
Faut-il dire toute la dette, une partie de la dette? On pourrait l'effacer, parce que ça c'est incompréhensible pour nous tous qui remboursons nos dettes et qui payons nos impôts aussi. Alors, le problème est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, que voulez-vous? Aujourd'hui, pour payer ses professeurs, payer ses fonctionnaires, etc., et payer les emprunts de la diète aussi, l'État emprunte pas loin de 100 milliards par an. Pratiquement, l'État n'a plus le sou à partir du mois de septembre. Et il vit à crédit. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On peut effacer la dette. On dit, voilà, la dette, pot de balle, on ne paye plus d'intérêt. Et... La question, il y a un pays qui l'a connu, j'en reparlerai, c'est l'Argentine. La question, c'est que à partir de ce moment-là, on n'a plus un sou pour payer les professeurs, les fonctionnaires, parce que le budget public, ce qu'il y a en France, ne le permet pas. Dans une économie ouverte, je parle d'une économie avec des frontières qui restent ouvertes. Aujourd'hui, on est totalement incapable de faire, sans un emprunt, qui est le chiffre exact, je crois c'est 80 milliards de dollars, 80 milliards de dollars par an. Donc l'idée comme ça, qui est séduisante, voilà, c'est inique, on va effacer la dette, est techniquement compliquée. Alors, il y a un pays qui l'a fait, il ne l'a pas fait, mais de toute façon, où la situation était telle que plus personne n'a voulu prêter au pays, c'est l'Argentine. Pendant 10 ans, les salaires en Argentine ont diminué de 50%. Donc, effectivement, si les Français sont prêts à accepter que les salaires moyens diminuent de 50%, que en fait il n'y ait plus de monnaie et que l'on crée, c'est pas mal, des monnaies locales de survie, etc., on peut tenter le coup. Mais simplement, il faut bien qu'on se rende compte que dans une économie où la France n'est pas sur une planète séparée, c'est techniquement difficile. Donc, je ne dirais pas cela, en fait. Je dirais que vous avez raison sur un point, c'est l'idée que la dette est à rembourser comme nous-mêmes, on doit rembourser les dettes que l'on a faites, est absurde. Ce qui n'est pas une raison pour la faire augmenter sans fin. Mais c'est absurde. Pour quelle raison c'est absurde? C'est que il y a tellement de liquidités dans le monde, tellement de liquidités, bien plus que les gens ne peuvent en utiliser, qu'il faut bien qu'on les mette quelque part, ces liquidités. Et, avec les risques, l'endroit où les possédants, les banques, les fonds de pension et autres, ont le plus de sécurité à mettre leur liquidité, c'est dans la dette, dans les dettes souveraines des pays. Alors certes, ils n'en disposent pas, mais ils n'ont pas besoin d'en disposer, de toute façon, ils seraient incapables de la dépenser. Il n'empêche que dans leur bilan, ils l'ont. Et ça fait toute la différence. Ils l'ont en positif dans leur bilan, et puis le cas échéant, ils peuvent éventuellement tirer, et en plus, dans le système actuel, ils payent des intérêts. Donc évidemment, il faut cesser de faire peur en disant la France va tomber en faillite parce qu'elle ne pourra plus rembourser sa dette. Il faut cesser de faire peur. Ce qui est vrai dans le système actuel, c'est que pour telle ou telle raison, si placer chez nos voisins était encore plus sûr que placer chez nous, et si le taux d'intérêt de la dette, qui est aux alentours de 2%, 1,5 à 2% aujourd'hui, remontait comme il est remonté dans certains pays, alors de 5 à 6%, alors là, ce serait tout à fait cataclysmique. Ça serait tout à fait épouvantable. Si bien que la bonne solution, en réalité, face à cette dette, je vais vous dire, on n'échappera pas, de toute façon, et ce n'est pas du tout un sacrifice, on n'échappera pas à se poser la question de l'efficience de la dépense publique. On a tous des exemples que la dépense publique n'est pas forcément utilisée de manière la plus efficiente. Il ne s'agit absolument pas d'éliminer quoi que ce soit, donc ça c'est un des problèmes. Un autre problème, c'est arriver à créer un rapport de force en Europe. C'est la question qui a été posée sur la financiarisation de la dette, pour qu'on soit capable de refinanciariser une partie de la dette. On pourrait très bien imaginer, par exemple, pour l'instant, idéologiquement, c'est totalement refusé, mais on pourrait très bien imaginer, en fait, que jusqu'à hauteur des 3% de déficit, qui est la limite des accords de Maastricht,
On est pour ou contre, mais enfin, ils ont été votés et ils existent. La BCE accepte de fabriquer du papier-monnaie et de prêter. C'est-à-dire que sur la dette, jusqu'à cette hauteur du déficit, alors vous regardez, c'est facile à voir combien ça ferait, vu que l'on connaît notre produit intérieur brut, 3%, etc. Vous faites le calcul très rapidement. Chez nous, ça ferait jusqu'à 60 milliards d'euros. Jusqu'à 60 milliards d'euros, on ne paierait plus d'intérêt. Mais ça serait évidemment extrêmement important, parce que ça permettrait de freiner considérablement la boule de neige d'auto-amplification de la dette. D'un autre côté, il faut qu'on crée un peu d'inflation entre vous et moi. Il faut qu'on arrive à, c'est pas si facile que ça, mais il faut qu'on arrive à créer un peu d'inflation, même si les rentiers ne sont pas très très heureux. Parce que, il va de soi que quand il y a de l'inflation, la dette est moins compliquée. Si bien que des mesures qui consistent évidemment à garder un modèle attractif, à faire remarcher la croissance durable, croissance respectueuse de l'environnement, croissance verte, tout ce que vous voulez, mais faire réellement remarcher la croissance. Essayer de diminuer l'augmentation de la dette à fond perdu uniquement par financiarisation des emprunts qui vont venir. Honnêtement, devrait nous permettre de faire face à une situation qui n'est pas facile, mais qui est très différente de la situation d'un particulier qui est surendetté. Voilà. Excusez-moi d'être un peu technique, mais... On va prendre la dernière question ici devant. Oui, je joue donc le dernier. Merci d'abord pour tout ce que nous avons appris. Je rebondis un petit peu sur votre dernière intervention où vous vous situez dans le cadre de solutions financières. La situation où nous sommes, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une organisation institutionnelle. Peut-on penser que dans le cas des institutions avec une forte délégation qui préside, je dirais, aux destinées que nous avons connues, on pourra trouver des solutions? Ou est-ce que, ce qui a déjà été dit par précédents intervenants, si on veut une intervention très forte des gens qui sont les plus nombreux et concernés par ces situations inquiétantes que vous avez décrites, que je partage, moi aussi j'ai des enfants et des petits-enfants, est-ce que ça ne passe pas aussi par un réétagement de l'organisation des institutions? Alors, oui et non. En d'autres termes, je ne crois pas que la solution au problème soit uniquement institutionnelle. Je crois que toutes les institutions ont connu des crises et que je ne connais pas d'institutions qui nous permettent d'éviter les crises. Maintenant, je suis loin de dire que nos institutions sont fondamentales. Néanmoins, dans le combat qui va être mené pour la 6e République, puisqu'on peut parler de cela, je suis loin d'être contre. Il faut voir maintenant son compte, je suis loin d'être contre. Mais je ne voudrais pas que toute l'énergie soit focalisée là-dessus. Parce qu'il faut qu'on vive au jour le jour. Il faut qu'on mène des combats au jour le jour. Il y a des combats qui peuvent être menés dans la 5e République, qui est, on l'aime ou on l'aime pas, mais qui est celle qu'il existe. Il y a un piège également peut-être, il pourrait y avoir un piège, à détourner toute l'énergie réellement sur le côté institutionnel. Seule réflexion que je ferai. Vous avez dit, Axel Kahn, ce qui s'est passé depuis les années 80, de la part des libéraux, c'est une victoire idéologique. Je le pense tout à fait. Un haut responsable du MEDEF a dit il n'y a pas très longtemps, en France, nous avons gagné la bataille des idées. Et vous dites dans votre dernière phrase, toujours, et vous nous l'avez rappelé dans votre exposé, à nous de jouer. Eh bien, je crois, pour moi, en tous les cas, la première marche à franchir, sans sous-estimer et sans négliger les combats quotidiens, c'est de, excusez-moi du vilain mot, c'est de réarmer le peuple d'une façon idéologique, c'est-à-dire de lui tracer un chemin vers une émancipation, vers une alternative. C'est l'objet de nos conférences. Merci infiniment pour votre exposé, votre réponse aux questions. Je faisais
Je faisais partie de ceux, il y a combien, 15 ans, 20 ans, qui vous avaient fait venir à Montluçon. Je vais dire quelque chose qui va vous faire sourire, mais vous avez fructifié votre capital de connaissances, je veux dire. Vous êtes... je suis assez stupéfait par votre champ de connaissances, et il n'y a pas de flatterie dans mon propos. Merci infiniment. Vous qui avez applaudi, peut-être que vous pouvez prendre encore 5 ou 6 minutes, il y a là-bas au fond de merveilleux livres d'Axel Kahn qui vous ouvriront des horizons. Mon livre de chevet, moi, c'est L'homme, le libéralisme et le bien commun. Vous avez eu des petits papiers. C'est pour mettre vos coordonnées. Si cette conférence vous a plu, nous allons en tenir d'autres, je vais vous en parler. Remplissez, si ce n'est déjà fait, pour que nous ayons votre adresse mail ou votre adresse postale. Le 26 septembre, dans cette salle, avec Monique et Michel Pinson-Charlot, nous avons creusé l'idée que la France avait les moyens de changer de société. Ce soir, vous nous avez fait un exposé, encore une fois, magistral pour dire nous vivons une renaissance d'une nouvelle barbarie. C'est une bonne façon de dire ce que nous vivons. Eh bien, si vous avez un peu de temps, le 20 février, vous viendrez dans cette salle même entendre une conférence qui sera intitulée toujours « Pensons une nouvelle société, osez voir au-delà du capitalisme ». On aurait pu mettre « Osez voir au-delà de la barbarie » avec 2 hommes, Pierre Zarka, qui est un des animateurs de l'Observatoire national des mouvements citoyens et qui a écrit, et ça ira bien avec le thème de la conférence, « Oser la vraie rupture ». Et Pierre Calfa, qui est vice-président de Copernic, membre du comité scientifique d'Attaque, et qui a écrit « Changer vraiment, quelle politique économique de gauche ». Vous voyez donc qu'il y a une continuité. Prenez notre programme, si vous ne l'avez pas déjà pris. Il y a toutes les conférences qui sont notées. Et puis enfin, j'ai toujours fait ça à l'issue de toutes les réunions publiques. Ça doit souverainement vous agacer, mais nous organisons ces conférences avec nos moyens presque souvent personnels. Il y a 2 petits cartons là-bas, si vous les regardez en sortant. Et si vous pouvez nous aider, ça sera merveilleux. Alors, si vous êtes d'accord, je vous dis 20 novembre, dans cette salle même, avec une nouvelle conférence. Bonne soirée.